Alors, on y va. On va commencer. Et merci beaucoup à ceux qui sont présents à cette nouvelle activité du Centraire. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Maude Normandin Bellefeuille, étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement. Et puis, voilà, c'est donc avec Maude, on continue avec ces activités midi étudiants qui nous permettent de partager en fait les travaux des étudiants, leurs préoccupations, des recherches, d'intervention, les réflexions, etc. Et je vais laisser Laurence Brière, qui est directrice des Mondes, donc nous la présenter. Alors, bonjour Maud. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver dans ce contexte-là. Maud, elle est finissante à la maîtrise en sciences de l'environnement. Et puis, c'est dans le cadre du cours au CAMNA que tu as eu cette idée de projet. Oui. J'imagine que tu vas nous en glisser peut-être quelques mots sur les origines de ce projet-là. C'est super chouette parce qu'en plus d'en faire un essai, ça a donné lieu à un stage pratique mi-taxe l'été dernier. Puis, donc, il y a des belles retombées de ce projet-là. Alors, voilà, peut-être Denise est là aussi. Oui, Denise est là en ligne. Alors, je la salue aussi chaleureusement, qui est la directrice de Monde. Moi, je suis la co-directrice. On chemine ensemble toutes les trois. Puis, bientôt, il y aura un bel essai qui pourra être consulté. Merci. Merci, Laurent. Bonjour tout le monde. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, comme Laurence l'a dit, je suis finissante à la maîtrise en sciences de l'environnement sous la direction de Denise Proulx et co-direction de Laurence Brière, qui est chercheure régulière au Centraire pour Laurence, chercheur associé au Centraire pour Denise. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le sujet de ma recherche de maîtrise qui porte sur la gestion des matières résiduelles dans les communautés nordiques éloignées du Québec, spécifiquement le cas de la localité de Radisson. Excuse-moi, est-ce que tu peux fermer ton son? Je pense qu'il est fermé. Ton micro est fermé, mais le son de l'ordinateur. Ah. Oui. Ça va moins de gosser, je pense. Je demandais ça sortait d'où. Donc, voilà. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, donc je vais vous présenter rapidement la situation à l'origine de mon intérêt pour ce sujet particulier. Et ensuite, je vais faire un petit topo sur le portrait de la gestion des matières résiduelles au Québec aujourd'hui. Pour ensuite présenter de façon un peu plus générale le territoire Iwichi-Baie-James et la localité de Radisson qui en fait partie. Et je vais ensuite vous présenter mes objectifs et sous-objectifs de recherche, la méthodologie employée et les résultats de recherche pour finalement finir avec quelques réflexions finales avant de passer à la période des questions. Pour commencer avec la situation à l'origine de mon intérêt, je vais commencer par présenter une photo choc, donc attention cœur sensible. Donc, c'est la forêt boréale alentour du dépotoir de Radisson à la baie James. Donc, comme Laurence a dit tantôt, c'est dans le cadre du cours terrain UQAM Nord en 2021 qu'on a eu la chance de visiter Radisson. Donc, c'est un séjour terrain de 2 semaines où est-ce qu'on se rend jusqu'à la baie James pour étudier diverses questions sociales, environnementales. Et dans ce cadre-là, on a rencontré un citoyen engagé qui se nomme Sylvain Paquin, qui nous a fait visiter le dépotoir local. Et cette photo représente c'est la forêt autour du dépotoir. Donc, il y a des déchets plastiques épars comme ça sur une centaine de mètres tout autour. Donc, évidemment, on a tous et toutes choqués par cette scène. Et à ce moment-là, je cherchais un sujet pour mon essai. Donc, j'ai décidé d'attaquer ce sujet concret et de faire un genre de partenariat avec ce citoyen-là. Donc, en échange de ses lumières, de ses connaissances terrain, je lui offrais ma recherche de maîtrise. Donc, de là est né le sujet. Donc, je vais vous présenter mes objectifs et sous-objectifs de recherche pour qu'on voit un peu où je m'en vais avec tout ça. Donc, mon objectif principal est d'émettre des recommandations adaptées à la localité de Radisson dans le but d'améliorer la gestion des matières résiduelles localement et ultimement sur le territoire Iwichi-Baie-James. Et pour ce faire, j'ai voulu cerner les principaux enjeux propres à la gestion des matières résiduelles à Radisson et les impacts qui en découlent sur le plan environnemental, économique et culturel.
et également étudier un cas de bonne pratique de gestion des matières résiduelles en contexte nordique pour ressortir des formulations qui pourraient être transférées et adaptées dans le contexte de Radisson. Donc, en gros, m'inspirer d'un cas de bonne pratique pour voir qu'est-ce qu'on peut transposer à la localité de Radisson. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je pense que c'est important de faire un petit portrait de la gestion des matières résiduelles au Québec aujourd'hui, afin de savoir quels sont les leviers qu'on a, les verrous auxquels on fait face pour émettre des recommandations pour une meilleure gestion des déchets dans les communautés nordiques. Donc, comme tout plan, programme du gouvernement, c'est un peu mêlant. Donc, j'ai fait ce petit schéma pour essayer de démêler tout ça. J'espère que ça va être clair. Dans le fond, moi, je me concentre au niveau provincial parce que la gestion des matières résiduelles est une compétence provinciale. Et il y a 4 acteurs principaux au Québec. Donc, l'acteur principal est le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, c'est vraiment eux qui chapeautent toute la gestion des matières résiduelles au Québec. Et eux produisent la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, qui est l'outil gouvernemental qui encadre vraiment toutes les pratiques de GMR de la province. De la politique québécoise de gestion des matières résiduelles sort le plan d'action, donc qui est un plan d'action quinquennal aux 5 ans. C'est lui qui, dans ce plan d'action, où est-ce qu'il y a les objectifs de réduction quantifiables, etc. Donc, en ce moment, on est dans le plan d'action 2019-2024. Et c'est la Société québécoise de récupération et de recyclage, mieux connue sous le nom de Recyc Québec, qui est en charge de mettre en œuvre ce plan d'action. Ensuite, ce qui sort également de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, c'est plusieurs plans de gestion des matières résiduelles, donc PGMR, au niveau des municipalités régionales de comté. Donc, chaque MRC du Québec est responsable a l'obligation de créer un PGMR et de le mettre en application, sauf certaines régions du Québec, notamment le territoire Eochibee-James, en raison de leur statut particulier. Donc, je vais y revenir un peu plus tard, mais ce qui fait que cette région du Québec n'est pas obligée de produire un plan de gestion et donc en a pas. Et finalement, notre 4e acteur, actrice, les municipalités locales, elles ont le pouvoir d'émettre des politiques locales de gestion des matières résiduelles. Donc, c'est ça, par exemple, le système de collecte sélective ou l'implantation d'un centre de tri au niveau local. C'est optionnel, mais évidemment, il faut que ça concorde avec les objectifs du maire de la MRC à laquelle ils sont rattachés. Donc, ça, c'est pour le plan législatif. Et ensuite, si on y va plus au niveau concret, au Québec, il y a 2 principaux types d'élimination des matières résiduelles, donc les incinérateurs et les lieux d'enfouissement. Les lieux d'enfouissement sont beaucoup plus populaires pour donner une échelle de grandeur selon le dernier rapport du PAP sur la gestion des résidus ultimes. Et il y aurait 4 incinérateurs au Québec pour 199 lieux d'enfouissement. Ils ne sont pas tous recensés. Donc, il y a beaucoup plus de lieux d'enfouissement parce que c'est moins cher. Et au Québec, il y a 4 types de lieux d'enfouissement. Donc, il y a les lieux d'enfouissement techniques, les LEET, qui sont considérés comme la norme en ce qui a trait à la santé et sécurité, à la fois pour les humains et pour l'environnement. Donc, c'est vraiment tout ce qui est au bout du jour très strict par rapport aux normes. Et les 3 autres types, ce sont des modes d'exception qui sont autorisés par le gouvernement du Québec pour certaines régions, notamment pour des raisons géographiques ou démographiques, donc des petites communautés ou des communautés isolées. Donc, à Radisson, dans le coin en haut, c'est un LEET, donc un lieu d'enfouissement technique qui est autorisé pour divers endroits, notamment les milieux nordiques, qui font tout ce qui est au nord du 55e parallèle, également la région de la baie James, les territoires non accessibles par la route à l'année, la MRC de Mégane, de Kanapisco, et la ville de Latuc, à l'ouest du 73e méridien. Donc, il y a différentes régions qui ont ces permissions spéciales. Et la différence principale entre les 3 types de lieux d'exception, donc entre les lieux d'enfouissement en tranchée, les lieux d'enfouissement en milieu nordique et les lieux d'enfouissement en territoire isolé, sont le droit ou non de brûler les déchets. Donc, pour Radisson, les LEET, c'est interdit de brûler les déchets. Pour les lieux d'enfouissement en milieu nordique, donc tout ce qui est vraiment dans le grand nord du Québec en mauve, ils ont l'obligation de brûler leurs déchets périodiquement. Et les LETI, les lieux d'enfouissement en territoire isolé,
peuvent le faire. Ils ont l'option, ils ont le choix. Donc, maintenant, si on se resserre un peu, puis on se concentre sur le territoire UIT Baie James, ça va être important pour pouvoir comprendre par la suite c'est quoi les réalités du territoire auxquelles on doit faire face pour émettre des recommandations qui sont adaptées à la réalité du terrain. Donc, d'abord, l'UIT en jaune sur la carte est la terre ancestrale de la nation Cri, aussi appelée la nation Iou. Donc, c'est le terme que je vais utiliser dans cette présentation, qui veut simplement dire Cri de la baie James. Donc, je pense que je ne vous apprends rien en disant que le développement récent du territoire du Moyen-Nord québécois est étroitement lié aux activités d'Hydro-Québec. Donc, notamment dans les années 70, avec le projet du siècle de Robert Bourassa. Donc, on voit en haut, proche de Radisson, tout ce qui a trait à la rivière La Grande, énormément de barrages, de réservoirs qui ont été construits. Malheureusement, le gouvernement de l'époque n'avait pas jugé nécessaire de consulter les communautés Iou et Inuit qui ont occupé le territoire depuis des siècles. Donc, ça a créé beaucoup de tensions, beaucoup de sorties dans les médias. Je fais une histoire vraiment, vraiment résumée. Mais tout ça a abouti en la signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois dans les années 1975, qui ont en gros redéfini l'organisation territoriale de l'UIT Baie James. Donc, les communautés autochtones, en signant la Convention, ont accepté l'extinction de leurs droits ancestraux sur l'ensemble du territoire, ce qui a permis au gouvernement du Québec de poursuivre la construction des barrages. En échange, maintenant, ils ont un système de 3 catégories de terres. Donc, les terres de catégorie 1, enfoncées sur la carte, donc les toutes petites taches qui comprennent en fait la communauté en tant que telle et les alentours immédiats, sont des terres réservées à l'usage exclusif des communautés Iou, donc qui ont un plein pouvoir de gouvernance locale par les conseils de bande. Ensuite, les terres de catégorie 2, catégorie 3 sont des terres publiques provinciales où les Iou ont des droits exclusifs de chasse, pêche, piégeage sur certaines espèces. Donc, aujourd'hui, la région UIT Baie James comprend 9 communautés Iou, 4 municipalités allochtones et 3 localités allochtones. Et ensemble, ils forment le gouvernement régional d'UIT Baie James depuis 2014. C'est un mode de gouvernance qui est unique au Canada, où est-ce qu'il y a un mode de gouvernance biculturelle et où est-ce que les représentants sont paritaires entre allochtones et autochtones. Donc ça, c'était une avancée intéressante. Mais ce qui est vraiment pertinent à souligner, c'est que, outre la division du territoire en catégories de terres par le gouvernement du Québec, il y a également une double division du territoire si on considère la division des lignes de trappe ancestrales des communautés Iou. Donc, surtout les UIT Baie James, il y a plus de 300 lignes de trappe qui appartiennent à des familles ou groupes de familles Iou. Donc, ici, on voit que celles qui appartiennent à la communauté de Chassibi, qui est la communauté Iou voisine de Radisson, environ à 1 heure de Radisson. Donc, bien que Radisson et son dépotoir se trouvent en terre de catégorie 3, donc en terre publique provinciale, techniquement, il se trouve également sur la ligne de trappe CH36, qui appartient à la famille Cox, donc une famille autochtone. Et c'est un peu difficile à valider, mais selon les informations que j'ai, il n'y aurait pas eu de compensation à la famille Cox pour l'implantation du dépotoir sur leur terre ancestrale. Donc, ça va être à garder en tête plus tard pour les recommandations pour améliorer la gestion des déchets sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, si on resserre encore un peu, on se rend à Radisson. Donc, la localité de Radisson est la communauté allochtone la plus septentrionale du Québec, donc au nord du 53e parallèle. Elle a été construite en 1974 pour accueillir le personnel cadre d'Hydro-Québec. Donc, son histoire et ses activités économiques encore aujourd'hui sont étroitement liées à Hydro-Québec. Elle compte une population permanente de 203 personnes à laquelle s'ajoute une population fly-in, fly-out, principalement employée par Hydro-Québec d'environ le même nombre de personnes. Donc, si on revient à la photo, on voit au centre de la ville, tout ce qui est un peu plus gros dans les bâtiments, c'est le complexe Pierre-Radisson, donc toutes les installations d'Hydro-Québec qui accueillent les travailleurs fly-in, fly-out. Et toutes les petites boucles autour sont les maisons des résidents-résidentes.
Donc, c'est vraiment une dynamique d'une ville à l'intérieur d'une ville. Il n'y a pas beaucoup de perméabilité. C'est quand même intéressant comme dynamique sociale. Et si on parle de la gestion des matières résiduelles à Radisson, donc le LIT de Radisson est la seule infrastructure de gestion des matières résiduelles. Il n'y a pas de service de collecte sélective, il n'y a pas de compost institutionnalisé pour l'instant. Le LIT actuel arrive à fin de vie, donc il estime au maximum 2 ans encore qu'ils vont pouvoir accueillir des déchets. Suite à ça, ils vont devoir trouver un autre emplacement. C'est en raison expliquée par un manque de gestion des dernières années du dépotoir. Donc, tout récemment, à l'été 2022, il y a une nouvelle administration à Radisson qui est en place, qui ont décidé de prendre le dossier en charge. Mais avant ça, pendant de nombreuses années, l'accès au dépotoir n'était pas barré. Il n'y avait personne sur place pour contrôler qu'est-ce qui rentrait, qu'est-ce qui ne rentrait pas. Il n'y avait pas de clôture autour de la fosse active, ce qui explique, entre autres, les déchets plastiques qu'on a vus éparpillés sur des centaines de mètres dans la forêt autour. Donc, le dépotoir de Radisson, c'est un projet en 3 phases qui a débuté en 1998. Donc, il reste actuellement la phase 3, la phase active. Et la photo que je vous ai montrée au début avec les déchets dans la forêt, c'est la petite bande ici qu'on voit entre la phase 2 et la phase 3. Mais c'est vraiment comme ça tout autour de la phase active. Donc, le dépotoir, c'est vraiment comme une plaine de sable à air ouverte. La localité creuse des fosses, une fosse active à la fois, qui accueille les déchets domestiques de la localité de Radisson et du complexe Pierre Radisson qui accueille les travailleurs d'Hydro-Québec. Donc, dans la fosse active, les déchets domestiques, c'est surtout les ordures ménagères, la nourriture et les matériaux de construction qui sont, par exemple, le styromousse, qui n'ont pas de potentiel de valorisation très élevé. Récemment, encore depuis 2022, ils recouvrent périodiquement, 1 fois par semaine, la fosse active de sable, mais ça ne s'était pas fait pendant de nombreuses années, ce qui concourait aussi à l'éperpillement des déchets dans la forêt. Et une fois que la fosse elle est pleine, ils la recouvrent complètement de sable et en creusent une autre. Donc, ils se promènent comme ça dans la phase active, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est pas mal à pleine capacité. Et sinon, ils acceptent également des endroits désignés pour les pneus, le métal, le bois, donc ce qui a un potentiel de revalorisation. Pour l'instant, la localité elle a un partenariat seulement pour le métal. Donc, il y a un transporteur qui vient 1 fois par année, selon le prix du marché du métal, venir chercher le métal pour le redescendre au sud. Ils sont en attente de réponse pour un partenariat pour les pneus. Le bois fait juste s'accumuler pour l'instant. Sinon, c'est la localité de Radisson qui gère le dépotoir, mais c'est le gouvernement régional UHB-James qui est détenteur du certificat pour l'exploitation du LEED. Donc, le prochain LEED, ils vont devoir passer par le gouvernement régional pour choisir l'emplacement. Et c'est le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui régule et réglemente le dépotoir, donc qui émet des sanctions dans le cas de non-gestion. C'est assez loin et isolé, donc c'est rare que le ministère se rende jusque-là pour réguler les activités. Et peut-être une dernière information sur le lieu d'enfouissement technique. Donc, les déchets qui ressortent, c'est principalement les ordures ménagères de la localité, donc via la collecte hebdomadaire de poubelles 1 fois par semaine, et les ordures ménagères d'Hydro-Québec, en plus des déchets de construction des entreprises locales et également d'Hydro. Donc, Hydro-Québec contribue environ 40% du volume de déchets rentrants et le reste, c'est partagé entre l'autorité et les entreprises locales. Donc, si je vous rappelle rapidement les objectifs, qui étaient d'émettre des recommandations adaptées à la localité de Radisson dans le but d'améliorer la gestion des matières résiduelles sur le territoire. Je voulais cerner les principaux enjeux propres à la gestion des matières résiduelles à Radisson et étudier un cas de bonne pratique en contexte nordique pour en ressortir des pistes d'intervention. Donc, on est rendu là. La méthodologie que j'ai utilisée pour y arriver est une approche de triangulation des sources. D'abord, pour m'assurer de la véracité des informations et aussi par manque d'informations sur Radisson. C'est une petite communauté, donc il n'y a pas beaucoup d'écrits sur Radisson, encore moins sur leur dépotoir.
Donc, j'ai tout de même commencé par une revue de littérature qui est constituée surtout de rapports. Donc, le rapport du BAP sur la gestion des résidus ultimes a été très pertinent, rapports gouvernementaux, etc. J'ai corroboré ces informations avec des entrevues semi-dirigées, donc auprès de Sylvain Paquin, le citoyen engagé pour la meilleure gestion du dépotoir, également auprès des administrations locales de Radisson, administration de Chisasibi, et auprès d'Hydro-Québec et de quelques entreprises locales. Et finalement, j'ai validé l'information avec des observations de terrain, donc en amont, en 2021, lors du cours UQAM Nord, et en aval. J'ai mis en aval, mais c'est plus pendant la rédaction de mon essai. Donc, l'été passé, avec ma collègue Clara, qui est là aujourd'hui, je pense, on est allé passer 2 mois sur le terrain à Radisson. Donc, on a monté un projet de recherche-action qui est similaire, mais un peu à part de mon essai-là, pour proposer des recommandations pour améliorer la gestion des déchets à Radisson. Et on a fait partie de la brigade verte qui a nettoyé la forêt autour du dépotoir. Donc, on n'a pas fini, mais on a fait un quart à peu près. Donc, les résultats de recherche, la partie intéressante. Donc, par rapport aux principaux enjeux propres à la gestion des matières résiduelles à Radisson, je pense qu'on ne peut pas passer outre la question de souveraineté territoriale en contexte biculturel si on veut émettre des recommandations qui vont être socialement acceptables par la communauté locale. Donc, comme on a mentionné plus tôt, l'histoire de Radisson est étroitement reliée aux activités d'Hydro-Québec. Il y a encore des tensions palpables entre les communautés autochtones de Chisasibi et les communautés allochtones de Radisson, dû aux expériences passées, mais aussi en raison de l'occupation actuelle des terres ancestrales. Donc, évidemment, les industries extractives telles qu'Hydro-Québec sur le territoire ont des impacts sur la gestion des matières résiduelles qui, eux, à leur tour, ont des impacts sur les modes de vie traditionnels autochtones. Donc, quand on disait que le dépotoir se trouve sur une ligne de trappe d'une famille ancestrale, d'une famille autochtone, c'est sûr que les activités qui sont liées au mode de vie traditionnel, donc la chasse, la pêche, la cueillette, est également affectée par le manque de gestion de la part de Radisson du dépotoir. Donc, avec les déchets qui sont éparpillés sur des centaines de mètres sur le territoire, les animaux qui s'alimentent au dépotoir, donc les ours notamment, mais également les divers oiseaux, etc., la viande va être contaminée, va être jugée impropre à la consommation humaine. Et ça va de même pour les champignons, les petits fruits qui sont cueillis habituellement, puis le territoire est recouvert de déchets. Donc, il y a cette amertume un peu qu'on peut ressentir quand on parle aux communautés autochtones actuelles par rapport à la gestion du territoire de la part de Radisson. Surtout qu'il faut mentionner que Chisasibi a son propre dépotoir, donc il n'utilise pas le dépotoir de Radisson. Donc, ça ajoute un peu aux tensions présentes. Par la suite, pour ce qui est, un enjeu qui est fréquemment nommé dans la littérature, c'est évidemment l'éloignement géographique qui engendre des coûts de transport faramineux pour les communautés nordiques isolées. Donc, pour donner une idée, le centre de recyclage le plus près de Radisson se trouve à Chibougamau, donc environ 900 km. Donc, c'est sûr que pour établir des partenariats avec des centres de valorisation au sud, c'est plus problématique, notamment pour justement les coûts de transport par la distance, mais aussi par la multiplication des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, il y a plusieurs transporteurs qui doivent monter à Radisson, redescendre, différents centres de transfert impliqués. C'est également le cas pour l'application de la responsabilité élargie des producteurs. Donc, la REP, qui est un outil gouvernemental qui oblige les entreprises émettrices au Québec de certains types de produits, donc principalement des produits de matières dangereuses comme les huiles, les antigels, la peinture, les ampoules au mercure, etc. Ça oblige les entreprises qui émettent en premier ces types de matières au Québec de prendre en charge la fin de vie de ces matières. Donc, ce n'est pas aux contribuables ou aux municipalités à gérer ces matières normalement.
Normalement, la REP s'applique sur l'ensemble du territoire du Québec, mais c'est sûr que les entreprises sont un peu plus frileuses à aller chercher ces matières à Radisson parce que c'est à elles de dépenser pour le transport. Et dans le cas où la REP est respectée, il y a des temps d'accumulation très longs pour les communautés nordiques éloignées. Donc, les entreprises vont attendre qu'il y ait une quantité suffisante pour aller chercher les produits. Donc, souvent, les communautés nordiques n'ont pas les infrastructures nécessaires pour accumuler de façon sécuritaire ces matières. Donc, ça déplace la problématique. Et finalement, outre l'isolement entre les communautés et les grands centres, il y a également l'isolement intercommunauté. Donc, on a dit que la communauté la plus près de Radisson est Châssis, qui est environ à 1 heure. Donc, là aussi, pour faire des partenariats potentiels pour le partage d'infrastructures, ça peut être un peu plus problématique. Un troisième enjeu sur 4 à prendre en compte pour émettre des recommandations de gestion des matières résiduelles et la faible démographie des communautés nordiques éloignées. Donc, on disait qu'à Radisson, sont seulement 200. Sûr que pour trouver de la main-d'œuvre, c'est plus problématique. La rétention de main-d'œuvre également difficile en communauté nordique éloignée. Donc, souvent, les gens se déplacent là pour des périodes de 2-3 ans et ensuite, la formation est à refaire. Donc, l'éventail de services, tant en diversité qu'en qualité, peut être réduite dans les communautés. Et il y a également le concept d'économie d'échelle qui est intéressante et un peu contre-intuitive, si on veut. Dans le fond, c'est quand les communautés sont petites, elles ne produisent pas assez de déchets pour que les transporteurs du Sud viennent les chercher. Donc, encore là, un peu comme avec la REP, on retrouve des problèmes qui nécessitent l'entreposage de longue durée des matières. Et pour vous donner une idée, selon une étude, une communauté de 250 personnes va nécessiter plus d'1 mois pour accumuler un ballot de multimatières. Donc, dans un transport, il y a plusieurs ballots. Et si on parle de ballots de matière unique, donc par exemple seulement des plastiques numéro 1, donc des ballots qui vont être plus payants pour le recyclage, ça peut prendre du double au triple du temps. Donc, c'est vraiment des durées qui sont non négligeables, particulièrement dans le cas, si on parle de matières hydrophiles comme du papier, carton, etc., qui ont besoin d'un entreposage vraiment étanche pour pouvoir rentabiliser ce voyage, ça peut devenir plus difficile. Un point qui peut être intéressant auquel on peut penser, c'est qu'on parlait que Hydro-Québec fournit environ 40% des matières résiduelles du dépotoir. Donc, on pourrait se dire, avec Hydro-Québec, on va augmenter le volume de matières produites. Sauf que ce qui est souvent le cas dans les entreprises extractives du genre, c'est qu'ils vont gérer leurs matières résiduelles à l'interne. Donc, ce qu'ils vont envoyer au dépotoir, c'est les ordures ménagères qui n'ont pas de valeur de recyclage, mais tout ce qui est matières recyclables, métal, matières dangereuses, mobilier, ils vont faire affaire avec des entreprises, enfin, ils font affaire avec une entreprise privée embauchée par Hydro-Québec dans le sud de la province. Donc, il n'y a pas de mise en commun des matières qui ont un potentiel de valorisation, ce qui fait que la localité de Radisson est aux prises avec ces petites quantités à devoir accumuler pendant longtemps. Évidemment, le 4e et dernier enjeu à prendre en compte pour émettre des recommandations qui sont adaptées est le manque de gestion et d'infrastructure des matières résiduelles. Donc, comme on a mentionné plus tôt, il y a des normes allégées pour différentes régions du Québec, notamment la baie James, qui est permis par le gouvernement du Québec. C'est sûr que ces normes allégées se veulent une accommodation pour que ce soit plus facile pour les communautés éloignées de gérer leurs déchets, mais ça engendre divers impacts environnementaux qui sont non négligeables. Donc, par exemple, dans les lieux d'enfouissement, les lieux d'enfouissement sont un émetteur important de GES, surtout du méthane, mais également du CO2, de l'oxyde nitreux, etc. Et ces émanations sont surtout causées par la présence de matières organiques qui sont enfouies. Donc, sûr que dans le cas de Radisson, où il n'y a pas de collecte de compost et où est-ce que les matières organiques sont mélangées dans la fosse active, il va y avoir cette accumulation de gaz à effet de serre. On parle également de contamination des sols et des eaux souterraines par la lixiviation. Donc, c'est la présence d'eau qui percole dans les déchets qui vont être enfouis, qui sont enfouis, qui vont produire ce jus de poubelle qui va polluer les environs.
Et bon, ça, c'est la fosse active de cet été à Radisson. Donc, on voit qu'elle est creusée à même le sable, qui est le type de sol présent. Mais le sable est une matière très perméable. Donc, la lixiviation va être d'autant plus importante. Et bien qu'il n'y ait pas d'études spécifiques à Radisson parce que c'est trop petit, il y a d'autres études qui ont étudié la lixiviation dans les lieux d'enfouissement de ce genre et ont trouvé que les zones contaminées peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de mètres en l'absence de bâches ou de matériaux qui vont retenir le lixiviant. Donc, il y a des réglementations en vigueur pour les lieux d'enfouissement techniques par rapport à ces contaminants. Mais ce qu'il n'y a pas pour Radisson. Donc, il n'y a pas d'obligation d'avoir un système de captage de biogaz et d'élimination. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un système de captage et de traitement du lixiviant. Il n'y a pas non plus d'obligation en termes de normes d'étanchéité et d'imperméabilité de la zone de dépôt des matières résiduelles. Donc, c'est toutes des mesures laxistes qui sont permises pour faciliter la gestion, mais qui vont, en contrepartie, créer des dommages ailleurs sur le territoire. Voilà. Et là, pour être un peu plus dans le positif, il y a des moyens de faire une gestion des matières résiduelles adaptée au contexte nordique, qui est plus éco-responsable et durable. Donc, je me suis inspirée d'une initiative sur la Côte-Nord, donc dans la MRC de Kenya-Pisco, qui est un projet collaboratif du comité intercommunautaire de gestion des matières résiduelles. Je me suis inspirée de cette initiative parce qu'elle a beaucoup de points communs avec la localité de Radisson. Donc, notamment, il se trouve en milieu nordique isolé, donc plus que éloigné. Donc, eux, ils n'ont pas d'accès, il n'y a pas de lien routier entre les communautés et le reste de la province. Ils sont en milieu nordique, donc au nord du 54e parallèle. Et c'est une situation de partenariat entre trois cultures, trois communautés. Donc, il y a la communauté alloctone de Shefferville, la communauté Innu de Matimekos-Lac-Jaune et la nation Naskapi de Kaouachikamak. Donc, on retrouve un peu ces dynamiques qu'on pourrait retrouver entre Chisasibi et Radisson, mais 3 au lieu de 2. Donc, également 3 langues au lieu de 2 langues, et ça fonctionne bien. Dans le fond, le projet collaboratif est né en 2017 d'une déclaration commune d'engagement environnemental à durée indéterminée entre les 3 communautés suite à des préoccupations face au brûlage de leurs déchets. Donc, eux, ils ont un LEM, un lieu d'enfouissement en milieu nordique, ils ont l'obligation de brûler leurs déchets. Et comme le dépotoir était à seulement 2 km de Shefferville, il y avait des préoccupations pour la santé des résidents-résidentes. Et il y avait également un lourd passif environnemental, donc beaucoup de carcasses de véhicules abandonnés sur le territoire dû au passé extractif de Shefferville, qui est un passé d'extraction minière. Donc, il y a aussi des liens à faire avec l'extraction d'Hydro-Québec à Radisson. Donc, ce qui a bien fonctionné, c'est le partage d'infrastructures et de services entre les 3 communautés. Donc, ils ont mis sur pied 4 initiatives en 2017-2019. Donc, ils ont commencé par implanter un écocentre, donc l'écocentre Tricom, qui est un petit jeu de mots pour tri des matières résiduelles, Three Communities, une 3 communautés. Donc, qui se trouve près de Shefferville. Donc, les résidents-résidentes des 3 communautés viennent porter leur matière à l'écocentre. Ce qui est jugé en bon état va être recirculé à même la communauté gratuitement. Et sinon, ça va être entreposé dans des lieux sécuritaires en attendant qu'il y ait une quantité suffisante pour être descendu dans le sud. Donc, les 3 communautés sont propriétaires à part égale de l'écocentre. Pour ce qui est du partage des profits des matières qui sont recyclées, c'est divisé en fonction, proportionnellement selon la démographie des 3 communautés. Donc, Shefferville, qui est plus petite, va avoir un plus petit pourcentage. Donc, ça fonctionne bien. Ensuite, ils ont ouvert un dépôt de ferraille. Donc, je disais qu'il y avait beaucoup de véhicules abandonnés accumulés sur le territoire. Donc, près de Shefferville également, ils ont ouvert ce dépôt en 2017, qui est actuellement à pleine capacité. Donc, ils ont plus de 5000 tonnes de métal qui attendent à être redescendues dans le sud. Donc, une grosse corvée de nettoyage de ce côté. Et par la suite, ils ont ouvert un nouveau lieu d'enfouissement en milieu nordique. Donc, l'ancien était
à pleine capacité et ne respectaient pas les règlements du ministère. Et donc, ce nouveau lieu d'enfouissement en milieu nordique respecte l'ensemble des critères de santé et sécurité pour la gestion des déchets. Et finalement, ils ont également il y a un projet de compostage communautaire. Donc, il y a 2 sites de compost, un à l'éco-centre Tricom, donc pour desservir Matimekouche, Lac-Jeune et Shefferville. Et il y en a un également un peu plus loin à Kaohashikamak. Donc, ils sont actuellement dans la phase 1 de leur projet de compostage communautaire. Donc, cette première phase est sur base volontaire. Donc, les citoyens et citoyennes qui veulent participer s'inscrivent avec un genre de membership. Ils vont porter eux-mêmes leurs ordures au centre de compost. Et le compost est maturé dans un compost à milieu fermé, donc il n'y a pas de danger pour les animaux sauvages, etc. Et il est ensuite redistribué au sein de la communauté. Donc, actuellement, le compost de l'éco-centre fonctionne à pleine capacité, fonctionne super bien. Malheureusement, le compost de Kaohashikamak n'est pas en fonction pour l'instant parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, mais on voit qu'il y a un engouement de la part de la population pour cette initiative. Donc, ici, c'est des petites photos des installations. Donc, on voit en haut les aménagements de l'éco-centre avec les containers spécifiques pour chaque type de matière. Ensuite, les containers fermés pour les matières dangereuses ou l'accumulation de matières hydrophiles. Le composteur thermique fermé et le nouveau LEM avec des clôtures vraiment en béton étanche qui empêchent l'accès aux ours, ce qui n'est pas à Radisson. Donc, c'est bien beau toutes ces initiatives, mais il faut voir s'ils sont applicables à Radisson. Donc, pour voir l'applicabilité, j'ai décidé de regarder c'était quoi les défis qui sont communs à Radisson et aux 3 communautés, voir et les solutions qui ont été apportées pour voir si c'était transférable. Et je voulais également noter les éléments facilitants qui sont en place pour les communautés de Shefferville, Kaohashikamak et Matimekouche, Lac-Jeune, pour voir les limites aussi de la transférabilité entre Radisson entre les 3 communautés et Radisson. Donc, dans les défis nommés, il y a évidemment le fait d'être en milieu nordique éloigné. C'est pour ça, en fait, que pour l'instant, ils accumulent la ferraille au dépôt de ferraille. Ils sont un peu pris avec parce qu'il y a des coûts de transport importants. Sauf que ce qu'ils ont mis en place pour régler en partie ce problème, c'est se mettant ensemble entre communautés qui ont des statuts différents, donc autochtones et non autochtones, ils ont pu aller chercher des financements de divers paliers gouvernementaux. Donc, à la fois, Shefferville a pu aller chercher du financement de la MRC de Kaniapisco à laquelle elle fait partie. Les communautés Innu et Naskapi ont pu aller chercher du financement du côté des services aux Autochtones Canada via des programmes d'initiatives autochtones. Donc, ça a énormément aidé à l'implantation du projet et au renouvellement des infrastructures. Il prévoit également de demander un financement accru au gouvernement du Québec dans le cadre du plan d'action 2019-2024. Donc, on a présenté au début. Donc, il y a une mesure dans le plan qui vise l'aide aux communautés nordiques isolées. Donc, en se regroupant, ils ont plus de poids. Et ça a bien fonctionné de leur côté. Une autre solution qui est priorisée est la valorisation locale, donc notamment par le compost, par la recirculation des matières, encore en bon état d'usage, via l'éco-centre. Ça, c'est 2 avenues qui ont été envisagées et qui fonctionnent bien pour l'instant. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est quand même avantageux. Un autre défi qui a été rencontré est l'absence de plan de gestion des matières résiduelles ou un plan de gestion des matières résiduelles non adapté. Donc, au début de la présentation, je disais que le territoire Yoichi-James n'a pas l'obligation de produire un plan de gestion des matières résiduelles, ce qui fait que Radisson n'en a pas aujourd'hui. Mais du côté de Shefferville, Kaohashikamak et Matimekouche, Lac-Jeune, c'est un peu la même situation, vu que seulement Shefferville fait partie du plan de gestion des matières résiduelles de Kaniapisco, parce que les 2 autres communautés, dues à leur statut autochtone, ne font pas partie de la MRC. Et même pour Shefferville, ce n'est pas un plan qui est extrêmement adapté, parce que souvent, les plans de gestion vont être construits en fonction de la communauté avec la plus grosse population, dans ce cas-ci, Fermont.
qui est une beaucoup plus grosse démographie et qui est reliée au réseau routier du Québec. Donc, ils se trouvaient un peu en reste dans ce plan de gestion des matières résiduelles. Ce qui fait qu'en 2012, ils se sont regroupés, les 3 communautés, et ont mis en place un plan de mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles qui était plus adapté à eux. Donc, ils ont comme un peu adopté cette fonction de mini-MRC au sein de la MRC pour répondre à leurs propres besoins. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être fait au niveau de Radisson ou Radisson en partenariat avec Chasselouis, de créer leur propre plan de gestion des matières résiduelles. Et comme un peu le fait Chapey et Chibougamau en Youtube-James, qui se sont dit, c'est vraiment plate qu'on n'ait pas de plan de gestion des matières résiduelles, on va faire notre propre plan. Sinon, pour ce qui est des éléments facilitants qui ont aidé l'implantation du projet collaboratif, évidemment, c'est une volonté politique commune. Donc, les 3 communautés devaient vouloir le même projet. Il n'y a pas nécessairement les mêmes tensions entre ces 3 communautés qu'il y a du côté de Radisson et Chasselouis. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Par la suite, au niveau de l'économie d'échelle, elle était très profitable du côté des 3 communautés du projet collaboratif, vu que c'est 3 très petites communautés, donc à peu près 200-600 personnes. Tandis que si on regarde du côté de Radisson et Chasselouis, Radisson est tout petit, mais chez Chasselouis, sont environ 5 à 6 000 personnes. Donc, chez Chasselouis, il n'y a pas ce besoin nécessairement de s'allier à une autre petite communauté pour avoir un volume suffisant de matière recyclable ou peu importe quel type de matière. Donc, c'est plus un besoin qui se voit unilatéral du côté de Radisson dans ce cas-là, versus ici, c'était profitable pour les 3. Et finalement, la distance intercommunauté entre les 3 communautés, donc Shefferville, Kaouaskamack et Matimekuk, la jaune, est beaucoup plus petite. Donc, on parle d'une dizaine de kilomètres entre Kaouaskamack et Shefferville et Matimekuk versus une centaine de kilomètres entre Radisson et Chasselouis. Donc, c'est sûr que pour le partage d'infrastructures, ça peut être un peu plus limitant. Quoi qu'il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de résidents de Chasselouis qui viennent s'approvisionner au dépotoir de Radisson. Donc, gratuitement, ils viennent chercher du bois qui est encore en bon état. Donc, on voit une certaine... En fait, c'est pas sûr que ça serait un obstacle, la distance entre les communautés, mais ça serait à considérer. Et finalement, dû à cette distance entre les communautés, on n'assiste pas à un partage d'infrastructures actuellement entre Radisson et Chasselouis. Il n'y a aucune infrastructure partagée. Tandis que du côté des 3 communautés sur la Côte-Nord, ils partagent déjà un cimetière, un service d'ambulance. Donc, il y a cette historique de collaboration qui fait que ce n'est pas nouveau pour eux de partager ces tâches. Donc, dernière partie, rapidement, synthèse des recommandations. Donc, une fois qu'on prend tout ça, qu'on prend les enjeux en compte, qu'on prend les inspirations sur la Côte-Nord, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, j'ai adressé des recommandations en 3 parties, donc aux 3 acteurs. D'abord à la localité de Radisson, ensuite Hydro-Québec et au ministère. Donc, pour ce qui est de la localité de Radisson, évidemment, respecter l'ensemble des mesures prévues au règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles. Donc, déjà, on voit une amélioration depuis l'été passé avec la pose de clôture, la présence de quelqu'un sur le site du dépotoir en tout temps pour assurer une bonne gestion des déchets, spécifiquement au dépotoir. J'encourage également la rencontre entre les gouvernances voisines de Radisson et de Chasselouis afin de déterminer s'il y a des besoins et des objectifs respectifs et communs qui pourraient être bénéfiques donc de se regrouper. Donc, évidemment, ça va être à eux de voir ce qu'ils veulent faire avec ça. Et évidemment, reconnaître le statut des terres ancestrales EU, consulter les familles détentrices des lignes de trappe avant tout projet éventuel de développement sur le territoire, que ce soit le nouveau LIT qui s'en vient ou éventuellement un projet d'éco-centre partagé. Donc, il faut considérer l'historique des terres ancestrales EU. Ensuite, pour Hydro-Québec, je recommande de partager les coûts de la gestion du LIT de Radisson avec la localité en tant qu'utilisateur principal du lieu d'enfouissement et ainsi viser l'atteinte de normes environnementales plus performantes. Donc, on sait qu'Hydro-Québec a des budgets qui dépassent probablement ceux de la localité de Radisson. Et finalement, au niveau du ministère, encourager l'encadrement de la gestion des matières résiduelles financièrement plutôt que d'autoriser des normes allégées qui ont des impacts non négligeables sur l'environnement. Donc, ce sont des
courte recommandation très résumée aux 3 acteurs ciblés pour mon projet. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Fini avec une petite photo ironique en ramassant les déchets en ces airs. Merci. Et merci beaucoup, Maud, pour cette belle présentation et en fait si riche, si bien structurée, articulée avec des belles réflexions. Je ne sais pas s'il y aurait en ligne des questions, des commentaires. Comme moi, j'aurais un commentaire, d'abord te féliciter sincèrement pour ce travail qui, en fait, d'après ce qu'on voit, ça a été réalisé avec une grande rigueur, un souci, en fait, de réalisation. Et puis, en tout cas, ma surprise là-dessus, c'est pas sur les fonds, mais sur la forme, c'est, en fait, on voit là, c'est déployé une recherche. Et une recherche qui a été faite avec toute la démarche telle comme il convient pour toute recherche, les considérations, les réflexions, la méthodologie. Pourquoi est-ce que ça constitue un essai et pas une recherche? Pourquoi c'est une maîtrise profil professionnel plutôt que la recherche? Ça, je suis curieuse d'entendre parce que, sincèrement, la qualité du travail réalisé, la démarche mise en place, les soucis de validation, en fait, de mettre en contraste les données, en fait, tout est là pour en faire une recherche et une belle recherche aussi, de grande qualité. Et moi, je dirais, avant d'entendre peut-être, tu sais peut-être qu'à la maîtrise, il y a toujours la possibilité des changements de profil. Et même jusqu'à la toute dernière minute, c'est possible. Il y a un certain nombre d'ajustements, bien sûr, mais c'est possible. Et moi, je recommanderais fortement que ce soit fait. Merci beaucoup. C'est très gentil. Mais Laurence me dit souvent, tu fais un essai, tu fais pas un mémoire, parce que la concision, c'est pas ma plus grande force. La concision. Mon essai est assez substantiel. Mais en fait, à la base, j'avais envie de faire les stages et d'avoir plus de cours. Donc, c'est ça qui avait motivé mon choix pour le profil professionnel. Et c'est vraiment suite au cours UQAM Nord que, en parlant avec le citoyen Sylvain Paquin, que j'ai décidé de faire mon essai sur ce sujet. Et puis, un peu de fil en aiguille, et en contact avec la localité de Radisson qui voulait engager des gens. Et je suis allée chercher des agents de la maîtrise, donc Clara qui est là. Et puis, donc, ensemble, on voulait monter un projet, dans le fond, trouver du financement pour pouvoir monter une brigade verte à Radisson. Et on a trouvé Mitax qui demandait un volet recherche. Donc, ça s'est fait un peu comme à l'envers de ce qu'on ferait normalement. Donc, on a créé le projet de recherche en fonction des besoins du terrain. Et, donc, on a monté ce projet de recherche pour émettre des recommandations à la localité de Radisson. De là, on allait chercher des professeurs qui nous ont encadrés. Donc, oui, finalement, c'est un terrain, pas mal de recherche. On a récolté nos propres données pendant l'été via des entrevues, via une cartographie, la récolte de déchets, un registre au dépotoir. Donc, ça a été une certification éthique. Une certification éthique. Donc, ça a été vraiment un projet de recherche en soi qui porte comme par hasard sur le même sujet que mon essai, mais c'est comme deux trucs un peu séparés. Mais oui, avec le recul, ça sonne comme un terrain de recherche et comme un mémoire, mais c'est ça. C'était vraiment un projet avec Clara Vivin qu'on a monté cet été. Mais moi aussi, vraiment, Maud, je te félicite, c'est sûr. Moi, j'ai vu tout ça se construire, là, puis à chaque étape, j'étais très enthousiasmée, mais aussi, c'est ça, à chaque fois, je me disais, ben, c'est tellement un gros projet par rapport à ce qu'on demande pour un essai, mais je ne savais pas, tu vois, Isabelle, ce que tu nous dis, on va en parler après. La possibilité de profil, qu'est-ce que ça implique? Et puis, donc, je me demandais si certaines de ces recommandations-là, tu as déjà pu les discuter avec la localité. Comment ils considèrent ça? Et avec Sylvain aussi, ce citoyen dont tu as parlé tout à l'heure. Oui.
C'est une bonne question. Dans le fond, avec le projet de recherche qu'on a monté, Clara et moi, cet été, on a produit un rapport de recherche qui est à part de mon essai, donc un autre document, qui est en ce moment en train d'être corrigé par les deux professeurs qui nous chapeautent, donc Laurie Guimond et Étienne Boucher du département de géographie. Mais on prévoit en fait retourner à Radisson cet été dans le cadre de UQAM Nord, donc qui se donne aux 2 ans, et pour présenter nos résultats à la localité de Radisson et au conseil de bande de Chasibi. Donc, on va en profiter en étant sur place de présenter nos recommandations et on doit produire également un petit document résumé qu'on peut leur laisser. Et on espère pouvoir le traduire en anglais, c'est sûr, et en cri potentiellement, pour pouvoir le remettre à Chasibi. Donc, ce sera cet été qu'on va pouvoir présenter puis voir, échanger avec eux, voir leurs réactions par rapport aux recommandations. Puis Sylvain, lui, on est plus en contact régulièrement, donc il est plus au courant des avancées à mesure, mais il n'a pas non plus vu le produit fini. Donc, c'est vraiment à venir au mois de juin pendant UQAM Nord. Ces recommandations-là, elles me paraissent excellentes d'un point de vue extérieur, de la manière dont tu as construit aussi la problématique. Je me demandais aussi, on sait que Sylvain, c'est un citoyen bien engagé, mais parmi les résidents qui sont là à l'année, est-ce que cette lecture-là aussi se construit avec elle et eux? Ou c'est vraiment, parce que dans mon souvenir, là, tu disais, il y a Sylvain qui est comme le citoyen qui essaie de brasser les choses. Exact. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas trop de mobilisation. Mais est-ce que ce projet-là que vous avez fait cet été là, avec la brigade, tout ça, est-ce que tu sens que tu es en train de changer comme le rapport au territoire puis à la question de la gestion des matières résiduelles, puis aussi aux enjeux de la biculturalité, là, puis de souveraineté que tu as mentionné tout à l'heure? Oui, on a été chanceuse de pouvoir être sur le terrain pour une longue période. Donc, 2 mois, on a pu justement vivre la vie de petite communauté, rencontrer les gens en allant à l'épicerie, au dépanneur, quotidiennement, comme ça. Donc, on a vu un engouement de la part des gens sur le terrain, une curiosité à qu'est-ce qu'on faisait. Ah oui, vous nettoyez la forêt, c'est vraiment bien. Donc, on voit que les gens sont conscients de cette problématique, connaissent la problématique du dépotoir avec la forêt entourée, remplie de déchets. Je pense qu'il y a un peu une gêne aussi par rapport à ça. On a souvent des comme, ouais, c'est pas très beau, hein, ou des trucs comme ça. Donc, les gens sont conscients. Je pense qu'ils sont contents que quelque chose se fasse. Après ça, on a organisé une journée, une corvée de nettoyage. C'est sûr que le dépotoir est à 40 km de Radisson. Donc, il fallait que les gens se déplacent. Il n'y a pas eu un énorme taux de participation. Donc, on a surtout eu nos employeurs puis une citoyenne qui était là. Donc, il y a encore, je pense, du travail à faire de ce côté-là. Mais lors des entrevues qu'on a eues avec des entreprises locales et citoyens et citoyennes, on voyait justement, c'est quand même un souci de faire les choses mieux. Beaucoup de gens qui me disaient, quand je suis arrivée à Radisson, j'étais choquée qu'il n'y ait pas de recyclage. Ça, c'est un truc qui revenait beaucoup. Il y a un projet de serre communautaire qui est en branle, auquel les gens participent quand même bien. Donc, il y a comme ce désir que les choses changent. Après ça, est-ce qu'il y a la volonté puis les actions qui vont avec? Ça, c'est une autre question. Mais on sent qu'il y a quand même un engouement et une conscience, en tout cas, une conscience de la part des citoyens et citoyennes de la problématique. Et pour ce qui est des enjeux, conflits interculturels, ça, c'est un peu plus délicat. Les gens ne nous en parlaient pas d'emblée de la même façon qu'en rentrant dans le dépanneur, quand on parlait des déchets. Puis encore, je pense que les gens sont conscients que c'est un terrain un peu houleux et que ça n'a pas toujours été main dans la main, puis ce n'est pas encore. Et il y a une volonté récente de la nouvelle administration de Radisson de plus aller tendre la main, voir qu'est-ce qui peut être fait en collaboration avec Chasibi. Chasibi sont plus autonomes, vu qu'ils sont plus gros aussi. Donc, ils ont moins ce désir, je pense, d'aller chercher Radisson. Mais on sent que c'est loin d'être fait. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au dépotoir, nous, on travaillait dans la Brigade verte, il y avait 2 membres de la communauté de Chasibi, donc 2 IU. C'est intéressant de voir leur point de vue par rapport à l'enjeu du territoire et de la pollution de la forêt environnante
qui appartient à une famille CRI. Donc, il y avait toute cette dynamique qui est intéressante aussi de communiquer avec eux. C'est sûr qu'il y a des préoccupations qui sont plus présentes de leur côté que du côté de Radisson, notamment l'appartenance au territoire et puis l'importance de l'environnement. Oui. Et quelles sont les perspectives de réduction à la source? C'est une très bonne question. Enfin, avec mon sujet, je devais me circonscrire et je me suis vraiment concentrée sur l'amélioration de la gestion des déchets, vu qu'il y a tellement de rattrapage à faire de ce côté-là. Donc, je ne pense pas qu'on est encore rendu à la réduction, malheureusement, en tout cas pas dans ce que moi j'ai observé. Donc, on est plus dans réparer les erreurs du passé, puis essayer de partir de point zéro pour s'améliorer avec le nouveau dépotoir qui est en place. Mais dans les recommandations qu'on a émises dans notre rapport de recherche avec Clara, on mentionne, on encourage de réduire, de bannir en fait les sacs à usage unique, ce qu'ils ont fait sur la Côte-Nord. Donc ça a bien fonctionné du côté de Shefferville, etc. Mais tout ce qui est réduction est un peu problématique aussi parce qu'ils sont tellement loin qu'ils doivent tout faire venir tout doit être livré, tout est suremballé, les produits arrivent pas nécessairement frais, mais ils arrivent dans des boîtes, dans des sacs, etc. Et donc, on est loin d'avoir un contrôle sur ce qui est produit et émis dans la localité. Donc, pour ce qui est réduction, on dirait que ça dépasse un peu l'enjeu de Radisson dans le sens qu'ils font venir d'ailleurs, puis ils sont un petit peu aux prises avec la façon dans laquelle ça arrive. Donc, c'est sûr qu'il pourrait éventuellement avoir des projets justement comme la serre qui est en cours pour avoir un peu plus d'autonomie, mais on est loin de l'autonomie dans toute la production à Radisson, malheureusement. Ça amène une question que j'avais justement, en fait, entre, je ne sais pas si vous avez, est-ce qu'il y a une caractérisation, en fait, des matières résiduelles qui est faite entre, je veux dire, le complexe le Radisson chez Sassibi et sur la Côte-Nord? Étant donné qu'il n'y a pas de connexion au réseau routier, est-ce qu'il y a une incidence justement sur la caractérisation des matières qu'on peut observer? C'est une bonne question. Nous, on a fait une caractérisation avec Clara cet été à Radisson, ce qui n'avait jamais été fait dans cette communauté. Je ne crois pas. Non, il y a une étude de Dessureau et collaborateurs en 2017 qui a été faite sur la caractérisation des déchets sur la Côte-Nord. Mais de là, dans les détails, je ne saurais pas dire au niveau production. Je pense qu'ils ont probablement moins de déchets de construction vu que leur passé minier extractif est du passé. Tandis qu'à Radisson, on est dans le maintien des infrastructures. C'est vraiment, avec Hydro-Québec, ça continue. Mais je ne saurais pas dire en détail. Parce que la question d'Isabelle, elle la trouve intéressante pour réduire à la source, mais le fait d'être connecté au réseau routier ou de ne pas l'être amène des contraintes différentes pour les deux complexes communautaires, je veux dire les deux cas. Donc, voir où sont les cibles finalement à privilégier pour la réduction, ça peut être orientant, je pense. Absolument. La différence entre les deux. C'est sûr que pour les communautés sur la Côte-Nord, c'est soit par train, soit par avion. Donc, c'est plus cher, c'est plus problématique que par la route à Radisson. Mais il semble, eux, avoir une réception de la part de l'entreprise pour la REP. Donc, ils réussissent à retourner quand même beaucoup de matière avec leur écocentre. Donc, ce qui restait problématique, c'est la ferraille, donc les carcasses de véhicules qui sont un peu plus gros à retourner par train, plus coûteux. Mais j'imagine que c'est le fait de se regrouper ensemble et ils ont des volumes assez intéressants pour qu'il y ait une circularité, que ça roule un peu plus régulièrement qu'à Radisson. Mais c'est pas la meilleure réponse. Est-ce qu'au niveau de dynamique citoyenne, est-ce que votre arrivée, la brigade, ça a contribué à quelque part? Tu disais que déjà la préoccupation était présente, tout, mais est-ce que ça contribue à quelque part à articuler ces efforts pour qu'il y ait une continuité après que vous serez partis des territoires? Il y a quelque chose qui reste, qui prend la relève, par exemple l'organisation des corvées, mais autres
autre participation aussi dans le système de gestion. On espère. Ils veulent faire, c'était leur plan de faire une deuxième édition de la Brigade verte cet été, donc sans nous. Mais c'est ça, avec la nouvelle administration en place, c'est vraiment eux qui ont impulsé le mouvement de créer une Brigade verte. Ils sont intéressés à avoir un écocentre conforme. Donc, pour l'instant, il y a un petit écocentre informel au garage municipal de Radisson, mais ils aimeraient éventuellement créer une infrastructure plus du genre qu'on retrouve sur la Côte-Nord, peut-être faire un partenariat avec Rideau-Québec. Donc, il y avait une belle volonté de projet pour améliorer la gestion des matières résiduelles. Mais ce qui ressortait beaucoup, c'est ça, le manque de main-d'œuvre, le manque de ressources financières. Il y a un gros roulement aussi dans le personnel, donc ça tient un peu à la bonne volonté de la personne en poste à l'administration. Donc, on ne sait pas si ça va être la même cet été que l'année passée. Donc, c'est sûr que si quelqu'un de nouveau arrive avec pas trop d'intérêt pour la gestion des matières résiduelles, j'ai l'impression que ça se fait assez rapidement. Parce que du côté de la communauté, il y avait cette fascination un peu de « Ah, c'est cool, vous faites ça », mais il n'y avait pas comme une... Ils n'ont pas pris en charge le projet, donc c'est vraiment dans les mains de l'administration et donc des 2-3 employés qui vont être là l'été prochain. Je dirais finalement une question, c'est est-ce que la préoccupation est centrée sur la gestion ou est-ce qu'il y a aussi une amorce de réflexion sur les questions environnementales ou socio-écologiques? On espère que ça allait semer en faisant le projet, justement qu'on semait des graines pour une réflexion plus large qui dépasse l'enjeu concret de gestion au dépotoir. Mais on a trouvé qu'avec un enjeu justement si ciblé, que c'était intéressant pour aller chercher justement la motivation des gens puis d'ouvrir cet espace de discussion qui n'était pas nécessairement un sujet abordé, en tout cas que nous, on était au courant que c'était abordé dans la communauté. Donc, ça a comme permis un peu, pendant qu'on était là, on n'a pas des grandes ambitions qu'ils en parlent nécessairement quand on part, mais ça a permis cet espace de discussion de « Ah, c'est vrai, toi aussi, tu trouves ça un peu, on pourrait faire ça mieux, on est un peu préoccupé par rapport à ça. » Donc, ça a, je crois, ouvert un espace de discussion puis peut-être semer certaines réflexions, mais en toute humilité. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions, commentaires. C'est bon? Mais oui, on peut continuer à faire. Mais merci beaucoup, Maud. Merci encore.